Salut tout le monde, aujourd'hui je traite du 6e épisode de cette série sur les textes méconnus de Max Stirner. Le texte à l'étude fait environ 6 pages et s'intitule Überschulgesetz. Il s'agit d'un des premiers écrits de Stirner, puisqu'il voit le jour en 1834. Si je vous donne le titre en allemand, c'est parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de traduction française, bien que je puisse me tromper, c'est sous toute réserve, tant il est difficile de mettre la main sur de tels fragments méconnus. Il me semble toutefois qu'on a préféré traduire le faux principe de notre éducation et ignorer Überschulgesetz, qui peut être conçu comme une simple dissertation plutôt que comme un article scientifique à part entière. Si son importance est moindre par rapport au faux principe de l'éducation, j'y consacre tout de même de l'attention, puisqu'il s'agit en quelque sorte du baptême du feu philosophique du jeune Stirner. Je retiens comme traduction la plus littérale « loi sur l'école », bien que par Schulgesetz, on peut également vouloir dire « loi éducative »,« loi scolaire », instruction, bref, tout ce qui fait partie du champ lexical de la loi et de l'école. Stirner précise d'emblée qu'il va se focaliser sur les règles qui concernent les élèves plutôt que sur celles qui s'appliqueraient aux enseignants. Il n'oublie pas cependant que le règlement scolaire s'applique différemment aux uns et aux autres et que l'image de l'État est omniprésente. L'école est une préparation à la vie citoyenne dans l'État. Par conséquent, la loi de l'école est une répétition localisée, une application du concept de loi en général que tous les étudiants doivent connaître et comprendre, comme au sein de l'État. On connaît l'expression toute faite, nul n'est censé ignorer la loi. La loi n'est ni arbitraire ni accidentelle, mais propre à l'objet auquel elle se rapporte et décidée par une autorité au moins supposément compétente pour permettre la vie en communauté intelligemment organisée. La loi se décline en articles, elle se compose de divers éléments qui ont pour inspiration l'esprit de la loi, ici de l'école qui préexiste comme une structure, comme un concept qu'il convient d'exposer dans le détail et d'expliciter clairement pour tous. Le concept en lui-même excède la somme de ses composantes, de ses parties, mais c'est en les exposant une à une qu'on rend compte au mieux, surtout dans le cadre d'un règlement ou d'une liste, de ce qui en fait la teneur. La loi est sa finalité en elle-même et ses articles sont autant d'énoncés obligatoires qui permettent de la mettre en application. Très belle formulation qui, une fois traduite, donne comme suit dans le texte. Légiférer revient à enfermer dans un cercle et à intimer l'ordre de ne pas dépasser du pourtour. C'est un commandement et toute déviation est interdite. Ceux qui légifèrent ne savent pas forcément mieux que les autres ce qu'il convient de faire, ou ce qui a trait au contenu de leur loi. Ils sont simplement les témoins de ce que l'humanité sait déjà et des valeurs que la société véhicule au sujet d'un concept donné. Stirner pose alors la question « Que sont les lois de l'école pour les élèves ?» La réponse est simple, écrit-il. Elles sont le contenu de la notion d'élève. Donc la loi de l'école permet à l'élève de prendre pleinement conscience de ce qui est attendu de lui et de revêtir pleinement l'habit de sa fonction. Le nouveau-né n'a pas pleinement conscience de la différence entre lui et les autres. Dès qu'il commence à l'apercevoir, il s'attribue le monde et les autres grâce au jeu, au fait de jouer, au sein de la famille. Puis à mesure qu'il grandit et joue, l'enfant comprend ce que le jeu implique vraiment. Il devient acteur, il devient un moi au sein du jeu. La chose dans le jeu devient un moi. Puis l'enfant joue avec les autres et acquiert une conscience encore accrue du moi. Il se rend ensuite compte qu'il est entouré de choses, mais aussi d'autres moi. Ces relations entre moi, pour être tolérées et fonctionnelles, passent par l'interpénétration, la médiation et l'entente. Naissent alors les histoires entre enfants, à travers lesquelles ils donnent un contenu et un aperçu de ce qu'est leur moi. Ce sont là les balbutiements des relations sociales entre adultes.
Petit à petit, si l'épanouissement et l'éveil sont bien faits, l'enfant devient, par un processus de bourgeonnement, un témoin de ce que l'humanité a produit, de ce qu'elle est dans un présent donné. Une fois que cette pure expression humaine de l'humanité est actualisée dans le réel, il émerge encore, je vous le mets dans le mille, un individu singulier. Mais ces moi, bien que se comprenant autant que possible, entrent vite en conflit s'ils sont sans surveillance des adultes. L'enfant cherche donc une médiation et une entente avec l'adulte. L'enfant pressent alors que le monde est plus vaste et plus complexe que ce qu'il a d'abord cru et cherche à éclore progressivement, pour reprendre l'image du bourgeon, en tant que moi, en tant qu'individu. L'adulte qui élève un enfant devient à son tour un enseignant. Il apprend à l'enfant à devenir individu. Le jeune homme devient, quant à lui, un disciple qui cherche un ou des maîtres. Il cherche à s'approprier, à faire sien ce qui appartient intellectuellement à son maître. Ensuite, grâce à l'entente scolaire avec l'enseignant, avec le maître, l'élève comprend que la connaissance transmise existe aussi, et même surtout en dehors de la personne du maître, parmi d'autres hommes. Selon le niveau de raffinement et de spécialisation du maître, son savoir se retrouve chez un nombre plus ou moins grand d'hommes. Au lieu du maître seul, c'est la science qui se présente à l'élève dans son ensemble. C'est d'abord une prise d'indépendance vis-à-vis du maître, puis une recherche de savoir qui rend l'étudiant libre. Stirner l'affirme, la vérité vous rendra libre. La compréhension de l'élève devient raison, et il accède, pour ainsi dire, au statut d'élève supérieur. Il est éclairé, investi, il est en chemin vers son devenir individu, en quête de savoir et de vérité. L'élève devenant étudiant universitaire devient un disciple de la science. Il est indépendant du maître, comme dans une relation de compagnonnage. La liberté est le fondement de la vie étudiante vis-à-vis du maître. L'insuffisance de la famille et de l'école se traduit par la découverte d'une relation forte entre maître et élève. Le maître est tout entier, il est pour l'élève. L'élève, quant à lui, ne doit pas traditionnellement s'opposer au maître ouvertement, ou pire, publiquement, sous peine d'une rupture de contrat pédagogique et d'amitié. L'obéissance doit s'accompagner de l'accessibilité dans une relation riche et substantielle. Le maître a la lourde tâche d'être, dans sa conviction, à la fois sensible, scientifique et moral. Rien que ça. Le maître transmet son rapport à la religion, la science et la morale. Le maître sait déjà qu'il doit se trouver lui-même dans une médiation intérieure qui ne peut s'opérer que grâce au travail. Le summum de cette éducation, la consécration, s'exprime dans la transmission des valeurs du travail scientifique telles que conçues dans la vie universitaire. Ces prémices se trouvent dans la loi de l'école, à travers des règles toutes simples, comme de faire ses devoirs, rendre les livres à la bibliothèque à temps, ne pas partir en vacances prématurément, etc. L'enseignant essaie d'amener l'élève à être un croyant en son maître qui l'emmène sur la voie de l'action morale à travers le travail, pour préparer les rapports futurs de l'élève aux hommes dans la vie civile. L'école a pour finalité de former de futurs citoyens dont le comportement sera moral pour favoriser la vie en société, le fameux vivre ensemble. Stirner précise aussi que lorsque l'élève n'est pas à l'école, c'est à la famille qu'incombe le rôle d'éduquer l'enfant. Le rôle des parents est primordial, c'est même le plus important. Il n'est pas question de se dédouaner. L'école doit également veiller à ce que les parents n'entravent pas l'accès à l'école et le droit à l'éducation de l'enfant. Néanmoins, l'école n'a pas de loi contre les parents. Si ces derniers empêchent leur enfant d'y accéder, c'est l'État qui les sanctionne, pas l'école. Quant aux lois concernant les élèves, elles sont le pendant de celles concernant les enseignants, un endroit et un envers harmonieux et généralement complémentaires de la médaille. Stirner ne prétend pas pour autant donner des conseils d'ordre pratique ou de pédagogie appliquée dans cet article, et il conclut sur cette observation parce qu'il estime que ce n'est pas l'objet de son analyse et qu'il n'en a modestement pas la compétence.
Cet écrit détient à mon sens une grande valeur pour les adeptes de Stirner, mais aussi une valeur historique pour les sciences de l'éducation. Voilà pour ce long épisode concernant la loi de l'école, j'espère que vous apprécierez. La suite prochainement. Salut tout le monde!